Jean de Carvaz-Doué, bonjour. Bonjour. Vous êtes un économiste de la santé et membre de l'Académie des technologies. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, vous avez publié en novembre chez Fayard « Qui paiera pour nous soigner ?» Un sujet d'actualité, puisque la semaine dernière, le gouvernement et sa ministre de la Santé, Madame Buzyn, ont annoncé l'ébauche d'une réforme globale. Alors, Jean de Carvaz-Doué, la France consacre près de 12% de sa richesse nationale en santé, soit plus que la moyenne européenne. Pourtant, son système est à bout de souffle, ce qui nuit quand même à la qualité de ses prestations. Votre livre donne beaucoup d'exemples. Je vous laisse en citer quelques-uns. En fait, l'inégalité la plus grande que l'on a, ce n'est pas tellement l'inégalité de l'argent. C'est l'inégalité de l'endroit où l'on vit. C'est-à-dire que si on est vraiment un clochard, pour ne pas utiliser ce mot, et qu'on se casse la figure devant Necker ou devant les hospices civils de Lyon, on est très très bien soigné, on a probablement les meilleurs soins du monde. Voilà. En revanche, quand on va ailleurs, je ne spécifierai pas les ailleurs ou les ailleurs, c'est très hétérogène. Et justement, Madame Buzyn, une des choses qui l'a frappée quand elle a dirigé l'Institut de la recherche pour le cancer, elle a regardé ce qui arrivait aux femmes qui avaient un cancer du sein en phase 1, sans complications, etc., selon l'endroit où elles étaient soignées. Et dans les centres de lutte contre le cancer, dans les CHU, ça va. Dans les hôpitaux généraux, c'est variable, et dans certaines cliniques privées, c'est très variable. Oui, quand même, il y a donc une égalité de soins. Ah, une perte de chance. Moi, je cite, alors on ne peut pas raconter une histoire, mais mon père et son frère sont morts de la même maladie que la leucémie de la personne âgée. Et je dis que leur différence d'espérance de vie, mon père était très bien soigné à Paris et mon oncle mal soigné par un compagnon de chasse. Je dis que c'est 7 ans, mais mon frère m'a dit que j'avais fait une erreur. En fait, c'est 13 ans. 13 ans. 13 ans entre une leucémie bien prise en charge et une leucémie mal prise en charge. Bon. Alors on pourrait imaginer qu'avec le vieillissement de la population et le besoin d'innovation face aux maladies, les dépenses de santé augmentent. Mais compte tenu de la situation financière de la France, c'est un petit peu difficile. Alors il y a le sujet des hôpitaux, donc, qui quand même absorbent 40% de la dépense de santé, alors qu'en Allemagne, c'est beaucoup moins. Et Madame Buzyn, donc la ministre de la Santé, a dit récemment qu'elle ne supprimerait, elle n'enfermerait pas. Voilà. Vous, dans votre livre, d'abord, vous êtes un ancien directeur d'hôpital. Non, des hôpitaux. Des hôpitaux, pardon, oui, tout à fait. Et vous n'êtes pas du tout dans sa ligne. Oui, non, mais c'est un peu un jeu de mots. Vous dites à un moment que vous voulez, il faudra réduire... Madame Buzyn, c'est un peu un jeu de mots. Pardon. D'accord. Oui, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'entre l'assistance publique de Paris, qui est un hôpital pour l'administration, et l'hôpital de, je ne sais pas quelle ville, de Grignan, dans la Drôme, qui est aussi un hôpital, c'est le même mot, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut ne pas fermer les hôpitaux petits parce que ça va être des centres de prise en charge des personnes âgées. Elle les transforme. Mais elle les transforme. Non, si vous voulez, en France, on a, alors en plus, on ne sait pas vraiment les compter. Hôpitaux et cliniques, il y en a de l'ordre de 3000. En Allemagne, il y en a 2600. 2600. Moi, je dis 2600. En Allemagne, il y en a 2000. Si on était américain, il y en aurait 1000. Oui. Voilà. En Royaume-Uni, il y en a 640. 600, oui, c'est ça. Et vous dites qu'il faut en réduire au moins de la moitié. Oui, tout simplement pour une raison très simple, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Mais non, c'est pas ça la raison, c'est que simplement, il n'y a plus de chirurgiens généralistes, il n'y a même plus d'orthopédistes. Les jeunes chirurgiens sont soit spécialistes de la main, soit du genou, soit etc. Donc plus la spécialisation est grave, plus la base qu'il faut augmente. Donc c'est très très simple. Là, je me suis occupé un peu d'un hôpital à but non lucratif de Paris pendant... Il y a un très très grand chirurgien viscéral, très connu, qui a 3 successeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui fait l'ensemble des études digestives. Il y a un spécialiste du foie. Voilà. Donc ça coûte plus cher. Plus pointu, mais ça coûte plus cher. Oui, mais c'est surtout que pour qu'ils vivent, la base de la population est plus grande, c'est tout. Donc, si vous voulez, c'est en train de se produire. Et un de mes reproches de la précédente ministre de la Santé, c'est qu'elle a refusé, parce qu'on aurait pu dire que c'était elle, de fermer des services d'urgence
qui n'assument plus les urgences, de fait. Parce que dans un service d'urgence, il faut un anesthésiste 24 heures sur 24, et donc il faut pouvoir voilà, le mettre. Alors, donc les Français vont souvent aux urgences ou recourent un peu trop facilement au recours de l'hôpital, parce qu'en fait, il y a un problème en France, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes, et vous l'avez dit, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de spécialistes, et en fait, il n'y a pas beaucoup de généralistes. Oh. Alors, il y a une chose qui explique cela, c'est le fameux numerus clausus qui avait été instauré, parmi les raisons, instauré en 1972 et qui donc vise à contingenter le nombre d'étudiants en médecine. Et avec l'arrivée des baby-boomers, il n'y a pas assez de généralistes. Il y a deux sujets. Il y a l'histoire du numerus clausus et l'histoire des généralistes. Alors, rapidement, parce que ce n'est pas la même histoire. Donc, le numerus clausus, il a été créé pour une raison un peu ridicule. C'est que, comme on avait ouvert les vannes en 68, c'est Edgar Faure qui était ministre de la Santé, on s'est aperçu quand les étudiants en médecine, qui étaient très nombreux, 13 000, on ne pouvait plus les avoir en stage. Donc, les doyens ont dit, écoutez, il faut faire un numerus clausus parce qu'on ne peut plus les avoir en stage. Alors, on est passé de 13 000 en 69 à 8 500 entre 72 et 80. Et on est descendu, ce qui est ridicule, à 3 500 en 96. Et puis on est en train de remonter à 8 000. Donc il y a une espèce de yo-yo, des montagnes russes qui jouent sur 50 ans. Et le point le plus bas, c'est celui où la génération du baby-boom va atteindre 2030. Voilà. Et bon, tout ça est assez scandaleux. Alors par ailleurs, les généralistes, ce n'est pas le même sujet. On va en parler des généralistes. Mais juste pour finir sur le numerus clausus, Madame Buzyn a dit qu'elle était prête à le revoir. Vous pensez que c'est indispensable ? Oui, c'est un sujet compliqué, mais je crois qu'on ne peut pas s'en passer. Il y a le problème des Français formés notamment en Roumanie, il y a le problème des Français formés en Belgique. Donc ça il y a un concours pour les en partie, mais c'est globalement, non, à mon avis, il ne faut pas trop y toucher pour des tas de raisons, il faut l'augmenter un tout petit peu. Donc si vous voulez, la solution, elle va être donnée par une profession entre les infirmières et les médecins, qui sont des hommes et des femmes, qui auront Bac plus 5, qui permet aux infirmières qui se compléteront, et notamment parce que, si vous voulez, les baby-boomers, les premiers ont 71 ans cette année. Alors ça va encore, mais les baby-boomers, c'est 47-73. Mais les baby-boomers auront 83 ans en 2030, c'est demain matin. Bah oui. Et 83 ans, c'est important parce que c'est l'entrée de la dépendance. Alors, juste un mot sur les généralistes. Alors, les généralistes, il y a un problème quand même, dites-vous, c'est le tarif, la consultation. Il y a un problème très, très ancien. Et je me souviens d'avoir été au Royaume-Uni avec un ami doyen. Et c'était drôle parce qu'ils avaient demandé à des étudiantes anglaises en médecine de venir en France. Et ces deux étudiantes anglaises, c'était des femmes dans les deux cas, avaient dit, écoutez, vous formez vos généralistes par défaut, alors que nous, nos facultés de médecine, elles sont faites pour former nos généralistes. Donc nous, les généralistes, c'est les gens qui n'ont pas été reçus autrefois à l'internat. Maintenant, il y a un internat pour tout le monde. Mais de fait, les gens qui sont dans la filière de médecine générale, notamment parce qu'ils sont mal payés, essayent de faire autre chose. Donc soit urgentistes, soit nutritionnistes, quand ce n'est pas des choses plus discutables, des spécialités un peu particulières comme l'homéopathie. Donc les généralistes, on leur a fait beaucoup de déclarations d'amour, mais aucune preuve d'amour. Et la discussion du CER 23 € est à mon avis scandaleuse. Vous savez qu'un généraliste, en fait, il fait 3 consultations par heure, 4, mais en fait, il travaille après en dehors des patients. Donc, ça fait un revenu moyen de 70 €. Donc, tout ça n'est pas raisonnable. Et il faut trouver une nouvelle manière de valoriser la profession de médecine générale. Oui. Donc, là-dessus, vous rejoignez aussi un peu l'idée de Madame, du gouvernement actuel, où il vous rejoint, je ne sais pas, une forfaitisation des tarifs. Oui, alors ça, c'est une idée que je prends depuis très longtemps. C'est qu'on est un système libéral. Supposez que je vous choisisse comme mon médecin. Eh bien, vous recevriez un forfait annuel. Voilà. Et je vous verrai autant que je voudrais, sauf le samedi et le dimanche, à ce moment-là, vous paierez l'acte. Et alors, on sait qu'on peut faire ça parce que les pays qui ont fait ça, comme une partie aux États-Unis, on sait que ça diminue les ordonnances et les actes en gros de moitié. Donc, ce qui est énorme. Parce qu'un généraliste prescrit 4 fois ses honoraires. Ça m'a étonné, ce chiffre. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ouais. Alors, il y a un autre sujet aussi d'actualité, on en parle depuis des années, c'est le fameux carnet médical personnel.
Je ne me souviens plus si c'était Madame Bachelot. Non, enfin, il y avait eu Hervé oui. Guémard qui en avait parlé à l'époque, je me souviens. Et donc, il s'agit de le relancer. Ça vise à permettre au médecin d'avoir une vue d'ensemble sur son patient. Et puis, ça évite aussi les actes redondants. Mais vous n'êtes pas tellement pour la généralisation de ce carnet. Alors, je n'y crois pas parce que c'est une vieille histoire. Oui, c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Et il y a beaucoup d'exemples d'échecs. Et notamment au Royaume-Uni, où ça a coûté 12 milliards de livres sterling. Alors que le but, quand même, en France, soi-disant, c'est d'économiser plus de 3 milliards. Non, mais ça, c'était des salades. Ça, c'est du temps de M. Douste-Blazy. En 2003. C'est vraiment... Bon. Vous n'y croyez pas du tout. Pourquoi? Non, c'est plus compliqué que ça. J'y crois beaucoup. J'ai eu pendant longtemps une société d'informatique qui vendait des logiciels de dossiers médicaux. Les dossiers médicaux ne marchent que quand on a un chef. Si vous voulez, un système d'information, quel qu'il soit, dossier médical ou pas d'ailleurs, ça marche si c'est lié au contrat de travail. Si on vous dit, écoutez, comme ça, chez nous, c'est comme ça que ça marche. Un, ça prend énormément de temps. Deux, il y a des sujets très très compliqués. Par exemple, l'IVG, c'est ce que vous pensez, mais c'est aussi intraventriculaire gauche. Donc il y a des termes ambigus, donc il faut faire très attention. Il y a des langages différents. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est l'assurance maladie a des informations de base sur les prescriptions. Pour les gens qui sont en affection de longue durée, on a le diagnostic. Donc déjà, si on exploitait ces données qu'à l'assurance maladie et l'État, on pourrait faire beaucoup de progrès. Alors le 15 mars prochain, les personnels des EHPAD, les établissements et services pour personnes âgées défileront dans la rue pour demander une amélioration de leurs conditions de travail. Alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le vieillissement de la population est un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent vieillir dignement et avec un personnel content de sa situation? Alors le problème des EHPAD ne se résolvera pas sans argent. Alors je crois que le gouvernement a dit qu'il allait donner 400 millions supplémentaires. Oui, mais enfin, c'est pas grand-chose. Là, on joue encore sur les mots? Non, mais c'est pas grand-chose. Non, si vous voulez, les dépenses pour la dépendance en France, ça doit être 35 milliards. Oui, donc 1%, c'est 350 millions. Donc voilà, bon, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Donc il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème des EHPAD, et à mon avis, on ne le résolvera pas sans augmenter et l'encadrement et la rémunération. Mais il y a la question commune, collective, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes très âgées? Parce qu'il y a beaucoup de saintes familles, hein, donc il y a des gens qui gardent, moi j'avais regardé ça m'a beaucoup surpris, d'ailleurs dans le département du Loiret il y a une vingtaine d'années, il y avait 17 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il y en avait seulement 3 000 qui étaient hospitalisées, donc il y en avait 14 000 qui étaient prises en charge dans les familles. Donc comment peut-on aider les familles? Comment peut-on avoir des systèmes souples qui permettent d'avoir entre l'EHPAD et le domicile la possibilité de la garder? Enfin bon, il y a un moment où on ne peut plus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer une prestation pour autonomie? Alors comme vous le savez, on tourne autour de cette idée, là aussi depuis très longtemps. On n'a pas fait ce que les Allemands, les Néerlandais ont fait. On a fait quelque chose qui est un peu à mi-chemin pour une catégorie des personnes. Je pense que, et c'était ce que vous disiez en début de notre conversation, c'est que malheureusement, du fait de la croissance très très élevée de la protection sociale, le fait qu'en France, à 26 ans, la moitié des gens ne travaillent pas, et à 60 ans, la moitié des gens ne travaillent plus, que ceux qui payent tout ça, est-ce qu'on va encore en rajouter? Il y en a de moins en moins. Voilà. Donc se pose alors aussi le problème de savoir si on ne va pas, comment dirais-je, prendre ce qui, à mon avis, serait souhaitable, au moins provisoirement, une partie de la charge sur le capital des gens âgés. Sur l'héritage ou sur... Contrairement à ce que, comme vous savez, aujourd'hui, les retraités gagnent mieux leur vie que les jeunes actifs. Et les gens qui rentrent justement dans la grande vieillesse sont des gens qui ont travaillé, qui ont cotisé à temps plein, qui ont un capital. Ils ont contribué à donc, ce n'est pas très agréable à entendre, mais c'est probablement une solution. C'est certain. Alors, une dernière question, et s'il vous plaît, une réponse assez rapide. Il y a tout le dossier de la vaccination. Que peut-on faire vis-à-vis des personnes qui sont réfractaires à la vaccination, alors que c'est quand même un soin qui engage la collectivité? Alors, il faut leur expliquer, c'est-à-dire que, comme vous le savez, c'est un comportement très égoïste, puisque les risques vaccinaux existent, mais ils sont infimes. Donc je risque plus de me fracturer le bassin en sortant de cet endroit que
que d'avoir un accident vaccinatoire. Mais et néanmoins, on ne peut pas nier qu'ils existent. Simplement, on est protégé par les autres. Que ce que l'on souhaite, c'est de passer de 80 à 90%, oui. 95%. Et là, il faut faire flèche de tout bois. Et notamment à l'égard des professionnels de santé qui ne sont pas, eux, toujours vaccinés. Ouais, voilà, les cordonniers sont souvent les plus non, là, j'ai un combat très, très important, très juste. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur un sujet d'actualité. Donc, on conseillera votre livre, Qui paiera pour nous soigner. Merci. Au revoir, monsieur.